place aux infos, place au sport, mais en grande partie au coaching et à la famille, car nous sommes aujourd'hui mercredi. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur et bien à mes côtés pour conduire cette émission, la belle Alix. Bonjour. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce qui est convenu d'appeler notre petit cocon de partage. Ici, il y a de l'amour, de l'info et de la bonne humeur. Tout de suite, on vous envoie, bien sûr, les couleurs du temps. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, quelques passages nuageux donneront localement quelques averses de pluie dans le sud forestier et sur le littoral en fin de nuit ou en début de période. Par la suite, un temps généralement nuageux s'y installera et les vents secs souffleront quelque peu dans le reste du pays. Le nord connaîtra un ciel relativement ensoleillé alors que quelques nuages seront présents dans la bande centrale. Passant aux températures, le mercure affichera 24 degrés à Abidjan et à Diaké, 21 degrés à Bondoukou, 22 à Boaké, pareil pour la ville de Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 19 degrés à Korogo, 15 degrés la minimale à Moé Odiéné, 25 à San Pedro, 24 à Sassandra, 23 à Tabou et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, l'instabilité se développera sur la région du littoral, du sud forestier, de l'ouest et de l'est pour donner au milieu ou en fin de période des masses nuageuses denses avec possibilité d'orages isolés accompagnés localement de pluie. Le nord et la bande centrale seront sous l'effet des vents secs d'Harmattan. Passons aux variables, le mercure affichera 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 degrés à Daloa, 35 à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 35 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Très belle journée à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Ce bref regard sur l'actualité nationale marquée par la culture et l'éducation a commencé par cette célébration, la Journée internationale de l'éducation, une journée instituée dans le but de mettre en lumière les engagements et actions des gouvernements. Le bureau de l'UNESCO à Abidjan est à la base de cette commémoration dans notre pays. C'est Sephora Zegui. Les effets de la COVID-19 se font sentir dans l'éducation dans le monde entier. 1,5 milliard d'élèves sont restés à la maison en 2020 du fait de cette pandémie. Ces chiffres sont extraits du rapport mondial 2020 sur le suivi de l'éducation publié par l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Anne Lemestre, son représentant résident, invite les gouvernants à plus d'engagement dans l'éducation. L'éducation doit être mieux financée. Je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale à ce sujet. C'est un bon signe. Mais elle doit être aussi mieux repensée. L'intégration des TIC dans l'éducation est devenue nécessaire, je dirais même voire incontournable. Selon le même rapport, 40% des pays les plus pauvres n'ont pas pu soutenir l'école face à cette crise sanitaire. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a fait un bond pour maintenir les élèves à l'école. Kandia Camara, la ministre de tutelle, prend acte des recommandations de l'UNESCO avant d'égrener le chapelet des actions menées par le gouvernement en faveur de l'éducation. La décision de fermer les établissements scolaires pendant 2 mois a été assortie d'un processus palliatif de mise à disposition de cours à distance. Au travers donc de diverses plateformes, aussi bien audiovisuelles que numériques, la flamme des enseignements et des apprentissages a été maintenue. Les apprenants, à défaut de cours en présentiel, ont continué de recevoir les enseignements
en fonction du programme en vigueur au sein de leur niveau d'études respectifs. Les stratégies d'urgence mises en œuvre par nos services compétents nous ont permis d'atteindre l'achèvement des programmes et l'organisation efficiente des examens à grand tirage et des examens et concours pédagogiques, évitant ainsi une année blanche. Relancer et redynamiser l'éducation pour la génération Covid-19, c'est le thème de cette année. À travers ce thème, l'UNESCO pense que c'est le moment de faire progresser l'éducation en intensifiant la collaboration et la solidarité internationale. C'est le 3 décembre 2018 que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus une résolution proclamant le 24 janvier Journée internationale de l'éducation afin de sensibiliser au rôle que joue l'éducation dans la paix et le développement. Alain Thérèse et Marie-Rose Guiraud, icônes de la culture ivoirienne, honorées à l'occasion de la Journée mondiale de la culture. L'initiative de la Soka Gakkai International section Côte d'Ivoire a pour but de promouvoir la culture africaine et ses dignes représentants. Eugène Atoubé. Le spectacle était au rendez-vous, prestation de balafoni. Représentation des danses des régions de Côte d'Ivoire par l'école de danse de feu Marie-Rose Guiraud. Les artistes tradis modernes dont la tigresse Sidonie dans sa verve habituelle. Moment d'illustration de la culture africaine durant lequel le public du Palais de la Culture n'a pas boudé son plaisir. La Soka Gakkai International, organisatrice de la Journée mondiale de la culture africaine, estime qu'avec cette journée décrétée par l'UNESCO, le moment est venu de tirer de la culture africaine tous les avantages qu'elle offre. Notre maître spirituel, depuis les années 60, a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et de la femme. Chaque année, nous allons célébrer cette journée pour montrer à l'humanité tout entière que l'Afrique, comme l'a dit le professeur Diabaté, dont nous avons exposé la science et l'indicamétrie, l'Afrique est 3 fois mère. Elle est mère de l'humanité, elle est mère de la culture et elle est mère de la science. Et donc, pour cela, nous avons l'ultime devoir de réveiller l'humanité tout entière à ces 3 valeurs incontournables pour le développement de l'humanité. La célébration de la culture africaine se veut l'expression de la valorisation du continent africain, sa défense et l'illustration de ses talents et célébrités. Hommage a été rendu au feu Alain Thérèse, chansonnière et icône de la musique ivoirienne, et Rose-Marie Guiraud, chorégraphe de dimension internationale et fierté nationale pour leur contribution inestimable à la culture africaine. Elles sont, selon André Deyazon, de la Soka Gakkai International, des modèles dont la postérité doit s'inspirer pour porter haut la culture africaine. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Mon très bon souvenir d'elle, c'est qu'elle travaille beaucoup pour l'art parce qu'elle avait ces dons de créer. La Soka Gakkai International ou communauté bouddhiste se propose d'organiser chaque année diverses manifestations pour détecter les talents et valoriser les célébrités issues de divers domaines de la culture. La voie, selon André Deyazon, pour que la culture africaine retrouve tout son lustre afin que l'humanité se porte mieux. Prochain retour de l'actualité 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et avec beaucoup de plaisir, on va vous retrouver bien sûr à 7h pour encore d'autres informations. Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez Matin Bonheur. Pour la suite, ce sera du sport. Nous sommes mercredi aujourd'hui et donc on parlera de jeu de sac avec le coach Diabaté. Merci infiniment au coach Diabaté. Ici, on a eu une belle illustration de l'expression joindre l'utile à l'agréable et avec sa pédagogie ajustée à son auditoire, les tout-petits qui sont à l'honneur ici pour ce jour. Alors, lui, on va lui faire place maintenant car honneur à la presse écrite dans la revue de presse. Et nous sommes en compagnie de Renaud pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bonjour, bienvenue.
Allez, on commence avec les législatives du 6 mars 2021. Fraternité Matin fait une radioscopie des partis politiques engagés dans la bataille. Oui, le journal pro-gouvernemental passe à la loupe les forces et faiblesses des partis qui vont s'affronter dans la bataille pour la conquête de l'hémicycle entre le RHDP, le PDCI, le FPI, l'UDPCI ou EDS. La campagne pour la conquête du suffrage des électeurs risque d'être très engagée selon Fraternité Matin, qui souligne au passage que la cohésion au niveau de l'opposition s'est fragilisée ou encore que les candidats indépendants n'ont pas dit leur dernier mot. Et le même sujet passe sous le scanner du Patriote. Oui, c'est la certitude. Le Patriote est convaincu de la victoire du RHDP aux législatives. C'est la certitude en tout cas qu'affiche le confrère en barrant à sa une. Pourquoi le RHDP va corriger l'opposition pour tenter de rallier tout le monde à son optimisme? Le quotidien proche du parti au pouvoir publie le nombre des candidats proches du parti au pouvoir. Il publie plutôt le nombre des candidats de chacune des formations politiques engagées dans ces législatives. Plus de précision dans le Patriote. Décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, l'Église catholique lance un appel. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques et au retour des exilés. C'est la prière adressée par les archevêques et évêques catholiques ivoiriens à la classe politique nationale. Ces hommes de Dieu, selon le Nouveau Réveil, ont émis ce souhait lors de la 117e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est tenue à Grand-Bassam la semaine dernière. À cette occasion, les hommes de Dieu ont déclaré notamment que la classe politique doit poursuivre l'effort de dialogue dans la sérénité et la vérité. Distinction et excellence, nous l'évoquions à l'entame, l'intelligence d'Abidjan, ou sinon l'intelligence d'Abidjan. L'organe a accordé une interview à la Super Ebony 2020. Oui, et dans cet entretien, Aka Akissi Marcel révèle comment, malgré les 2 échecs qu'elle a essuyés à ce concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, elle n'a pas baissé les bras et a continué à travailler avec acharnement pour décrocher ce prix le week-end dernier à Yamoussoukro. Une belle leçon de détermination et d'abnégation à lire dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et on reste avec la Super Ebony, dont l'un des articles qui lui a permis, bien sûr, de remporter le prix du meilleur journaliste cette année a été réédité par l'Inter. Oui, et ce reportage de Marcel Aka s'intéresse à la gestion par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire de tous les prélèvements de la Covid-19 pour savoir comment les chercheurs manipulent les dangereux virus de l'épidémie du moment. Il faut lire ce reportage de l'Ebony 2020. Et on reste dans le milieu de la presse où le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel a remis son rapport au ministre Sidi Touré. C'est hier que Koulibaly Vamara a remis le rapport de la session ordinaire de délivrance de la carte CJP 2021 au ministre de la Communication et des Médias, selon Soir Info, qui le cite. Sur les 844 demandes d'attribution qui lui ont été adressées pour cette session, la Commission a accordé la carte à 810 postulants. Plus de précisions dans Soir Info. Et allons dans nos quartiers, lesquels dits précaires vont bénéficier d'infrastructures sociales. Il s'agit des quartiers de PK18 à Gbeto, dans la commune d'Abobo, de Grand Campement à Krobiabla, d'Ivo 1 et 2 à Koumassi et Jesco restructuré à Yopougon. Ces quartiers précaires qui sont dépourvus d'infrastructures de base ont été choisis selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Koné Bruno, dans le cadre d'un projet de restructuration du district d'Abidjan. Et revenons sur ces affaires qui avaient défrayé la chronique avec beaucoup d'encre, de salive et aussi de larmes. C'est l'agro-business. Le procès des souscripteurs s'ouvre demain à Abidjan. Oui, cette affaire qui a fait grand bruit, comme vous le dites, ici en Côte d'Ivoire, va connaître un nouvel épisode demain avec l'ouverture d'un procès au tribunal du Plateau. Les nombreux souscripteurs de cette activité qui ont vu leur mise s'envoler et espèrent avoir un début de résolution de la crise liée à cette affaire qui dure depuis quelques années. Et on termine dans la ville de Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où un fait qui dépasse l'entendement s'est produit récemment. Oui, et tenez-vous bien, il s'agit de présumés sorciers qui se sont excusés après le décès subit d'une dame dans le village de Luekpe, c'est dans le département de Bangolo. Selon Soir Info, ces sorciers ont avoué que ce n'était pas elle qu'ils visaient. Donc en somme, ils se sont trompés de cible. Bon, pour le malheur de la pauvre dame, quoi.
Bien sûr. On va essayer de terminer cette histoire-là et ne pas oublier ce qu'on a appris hier. Il y a toujours la présomption d'innocence. Il faut arriver au bout de l'enquête. Bon, merci. C'est marqué présumé dans l'article. Voilà, justement. C'est important. Merci à vous, Renaud. Merci, on se revoit demain. À demain. Alors, nous, on poursuit ce programme avec d'autres indicateurs sur ce conducteur qui, assurément, vous fera plaisir et surtout vous inspirera. On part pour la rubrique Influent aujourd'hui avec une icône du sport de notre pays, Monsieur Ben Badi. Je suis Abdoulaye Traoré d'Ibn Badi, ex-footballeur international et aujourd'hui membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. J'étais un peu brillant à l'école, donc je voulais franchement faire du football. Mes parents ne voulaient pas, donc je me cachais des fois pour aller jouer au football avec des amis. Je suis resté constant parce que j'étais nagé au football. Et après, j'ai gravi les échelons avec des différentes sélections nationales. J'étais en cadet, en junior et après en senior. On avait un groupe de joueurs avec qui on a pu gravir ces échelons. Et on a eu un mentor. Quand je dis un mentor, je vais parler de quelqu'un d'expérience comme Gali Seli qui a pu nous orienter et nous permettre encore de rester courageux et de gagner beaucoup en humilité. Vous savez, le football, c'est un sport collectif. J'étais ami à tout le monde et ennemi des personnes. Donc, chaque jour, j'essayais de m'améliorer dans ce sport. Et puis, voilà, j'ai réussi à rester longtemps au sommet dans différentes sélections et dans les clubs où je suis passé. Donc, pour moi, il était important de vouloir bien faire et très bien faire et surtout gagner en humilité. Vous savez, l'humilité, c'est une question d'éducation et surtout de savoir-vivre. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très rigoureux et même s'ils ne voulaient pas que je fasse du sport, arrivé un moment, ils m'ont dit « Ok, comme tu tiens à jouer au football, il faut aller, il faut avoir la bénédiction de ses parents et pour créer un environnement sain autour de soi pour pouvoir bien faire ce qu'on souhaite faire. » Il est arrivé où j'ai passé des moments très difficiles. D'abord, la première année, quand je suis allé dans le milieu professionnel, j'étais à Metz. Je suis arrivé à un moment, c'était un mois de décembre, où c'était difficile, il faisait très froid. Je n'arrivais même pas à mettre mes chaussures de foot. Donc je suis resté au moins 3-4 mois sans vraiment démontrer ce que je savais faire au foot. Donc ça m'a causé beaucoup de soucis. Donc à un moment, je traînais la réputation de quelqu'un qui était très paresseux. Parce que après, je suis allé au Portugal. J'ai eu un problème d'adaptation de langue. J'ai beaucoup souffert. Surtout quand on sait qu'on a du talent et puis on ne peut pas s'exprimer. Il suffit d'être fort mentalement et aussi avoir surtout la cohésion et surtout, comment dirais-je, la bénédiction des parents. Et arrivé un moment, je me suis ressaisi et puis bon, j'ai pu reprendre le dessus, voilà, et je continue ma carrière comme je souhaite. En 86, à la première CAN, je crois que j'étais obligé de dormir avec quelqu'un d'expérience qui s'appelle Mizan Pascal, paix à son âme aujourd'hui, qui n'est plus, qui m'a encadré. Donc, accepter d'écouter les aînés et surtout, comme je l'ai dit, osé me répéter, l'humilité quand même qui t'aide beaucoup. Pendant la CAN 92 au Sénégal, nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires. Parce qu'on était tous ensemble. Les moments à l'hôtel étaient vraiment formidables parce qu'on mangeait tous
dans le même plateau, qu'il soit avec l'entraîneur, Père son âme, Sidi Diallo, qui était le responsable de l'équipe nationale. On était très solidaires. Très solidaires, c'est ce qui a fait la différence. Et mentalement, ça nous a permis d'être mentalement très forts. C'est pour ça que depuis les quarts de finale, on a joué les 120 minutes jusqu'en finale. Et par la chance et par la grâce de Dieu, on a remporté ce trophée. Je crois que c'est des moments inoubliables dans la carrière des joueurs. Et puis bon, là, on a eu l'occasion et la chance de serrer la main au premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Je crois que ça ne s'explique pas, ça se vit. On était tous émus quand on était dans l'avion, quand l'avion atterrit. Et par les hublots, on voyait un peu le président Houphouët-Boigny arrêté, en train de nous attendre. Donc on s'est posé la question si c'était vraiment lui. Vraiment, c'était émouvant. Je crois qu'il attendait ce trophée avant de partir. Et nous lui avons fait plaisir. Voilà, Abdoulaye Traoré Ben Badi, que vous avez aujourd'hui dans la rubrique influent, il faut dire, depuis le Stella Club d'Adjamé et ce jusqu'à Al-Uruba en Arabie Saoudite. Eh bien, il fait partie de ceux-là qui nous ont emmenés avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de frayeur aussi. La CAN 92 et c'était la première CAN, le premier trophée de nos éléphants. Allez, nous passons maintenant à une autre rubrique et c'est WhatsApp. Salut. Moi, c'est Kone Soumaïla a dit Abenabin. Il faut dire que le matin, quand moi je me réveille, je suis gamé sur la prière. Après la prière, je fais mes zik. Et juste après mes zik, je me connecte, je vais sur WhatsApp, Facebook, je prends un peu l'agitation du pays, je m'affaire un peu. Et juste après, je vais à mes occupations. C'était Abenabin, Abenakaban. Ciao, l'équipe de Matin Bonheur. Merci à vous et merci pour ce petit sobriquet que vous portez. On espère que ça inspire votre entourage et vous motive aussi à vous-même. Merci pour toutes ces vidéos que vous nous apportez ici. C'est un grand plaisir de les lire chaque matin. Dans quelques instants, vous aurez la deuxième pleine de ce rendez-vous quotidien que nous avons avec vous. Dans quelques secondes, il aura son deuxième point de l'actualité. Nous fera voyager à travers ses titres et ses infos. Lui, c'est Régis Kofi. Nous vous rappelons juste que nous sommes le 27 janvier aujourd'hui. Tout à fait. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'épidémie de coronavirus a franchi un nouveau cap symbolique hier soir avec plus de 100 millions de personnes officiellement contaminées aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a promis un effort de guerre sur la vaccination. En France, de nouvelles mesures pourraient être prises en Conseil de défense ce matin. En Afrique de l'Ouest, on note un manque criant de tests Covid. Selon le docteur Issa Malam Kantar, responsable médical de l'ONG Alima à Dakar, qui œuvre dans une dizaine de pays africains, eh bien, la volonté d'harmoniser le prix des tests PCR dans la zone CEDEAO est sûrement une bonne chose pour les voyageurs, dit-il, mais cela cache un criant manque d'accès aux tests pour la population générale, car on ne fait en ce moment que de 1000 à 2000 tests quotidiens en Afrique de l'Ouest, ce qui est trop peu, déclare-t-il. Et pour aller plus vite dans la détection, les Tchèques préparent les chiens pour combattre le Covid-19. Dans un centre de dressage installé dans un village, des chiens ont une nouvelle tâche à remplir pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ils reniflent 6 récipients contenant soit un morceau de tissu imprégné d'odeur de patients atteints de Covid-19, soit de personnes non atteintes, soit de faux échantillons et doivent désigner celui d'un malade. L'équipe de dresseurs rapporte un taux de réussite de 95% dans les tests de détection. L'Afrique pourrait donc s'en inspirer. Comment reconstruire le monde après le Covid? Lors de la réunion virtuelle du Forum économique mondial à Davos, le président Emmanuel Macron déclare que rien ne sera possible si on ne tire pas les leçons de cette pandémie, à savoir que la vie des hommes prime sur les échanges et les chiffres et que nos sociétés sont vulnérables. On écoute le président français.
crois que la première chose que ça nous a enseigné, c'est qu'on ne peut pas penser l'économie sans l'humain. Alors ça paraît être une banalité de dire ça, mais enfin, nous avons fait dans tous nos pays quelque chose qui était considéré comme impensable, c'est-à-dire qu'on a arrêté toutes les activités économiques pour protéger des vies. Première leçon. Et on s'est rappelé que l'économie dont vous parlez, c'était une science morale, et donc que la vie des hommes primait sur les échanges et les chiffres. On ne peut rien reconstruire, à mes yeux, dans le monde d'après-Covid, qui ne tire les leçons de ces deux éléments fondamentaux. L'économie est redevenue une science morale et rien n'est au-dessus de la valeur humaine, et nos sociétés sont vulnérables parce que la nature nous le rappelle, et elles sont vulnérables face à des événements pandémiques, climatiques et autres. Le nouveau président américain Joe Biden a annulé lundi la décision controversée de Donald Trump d'interdire aux personnes transgenres de servir dans l'armée si elles avaient besoin d'un traitement médical. En présence du ministre de la Défense, Lloyd Austin, le président américain a signé un décret selon lequel tous les Américains aptes à servir dans les forces armées des États-Unis devraient pouvoir le faire. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. On reste aux États-Unis. Les démocrates ont transmis lundi au Sénat américain l'acte d'accusation de Donald Trump marquant l'ouverture officielle de son procès historique en destitution pour incitation à l'insurrection dans les violences meurtrières perpétrées par ses partisans sous ce même dôme du Capitole le 6 janvier. En Inde, des milliers d'agriculteurs se sont heurtés hier à la police de New Delhi où ils manifestaient contre les réformes agricoles du gouvernement à quelques kilomètres à peine du traditionnel défilé militaire qui marque le jour de la République au cœur de la capitale. Et puis, le ton monte entre Elon Musk de SpaceX et Jeff Bezos d'Amazon en compétition pour leur constellation de satellites en orbite basse censés fournir de l'Internet haut débit depuis l'espace. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie d'Alix et Angeval pour la dernière ligne droite de Matin Bonheur. Tout à fait, et vous le dites si bien, on se reverra demain avec grand plaisir, Régis Kofi. Nous, on passe maintenant à cette rubrique qui est très importante dans cette émission. Nous y sommes dans cette deuxième heure pleine et on parle coaching avec notre premier invité de cette deuxième heure, bien sûr, Monsieur Yannick Otto. Il est coach. Sujet aujourd'hui, talent de management. Comment découvrir le profil de nos collaborateurs? Il y aura plusieurs axes que nous allons avoir, donc la définition du talent de management, comment découvrir le profil de nos collaborateurs et quelle importance. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Ange. Bonjour, Thierry. Monsieur Otto. Bonjour. Alors, on sait que l'univers professionnel est un gros village, pour ainsi dire, avec chacun qui apporte ses valeurs, sa culture, son éducation. Et pour cela, il faut pouvoir bien imbriquer les choses en passant par une détection des différents profils. C'est ça? C'est cela. Tout à fait. C'est cela qu'on appelle même le talent management. Donc, qui consiste à mettre la bonne personne à la bonne place, au fait. Donc, toute cette imbrication-là, c'est le talent management. Vous savez, la plupart des managers n'ont pas compris que leur job a évolué. Ou encore, la plupart des responsables des ressources humaines n'ont pas compris que leur job a évolué. Un responsable des ressources humaines au XXIe siècle, c'est plus quelqu'un juste qui va calculer le bulletin de paie de quelqu'un, de voir à quel moment il va aller en congé. C'est plus que ça, n'est-ce pas? Les gens, vous pouvez calculer, des machines peuvent calculer comment les gens vont en congé, comment on calcule le fait qu'ils ont fait tel nombre d'heures de travail et tout ça. Donc, la fonction a évolué pour devenir aujourd'hui ce qu'on appelle le talent management, donc qui consiste à déceler les meilleurs profils pour les mettre là où il faut. Donc, ça suppose naturellement qu'on sache avec qui on travaille, il est de quel tempérament et il est de quel profil de personnalité. Et vous l'avez dit, de quel tempérament? On aura comme ça évoqué plusieurs aspects. On va commencer par le sanguin. Le sanguin, très bien. Il faut dire que quand je vais commencer par décrire tout à l'heure, beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je serai en train de dire. Mais l'objectif, ce n'est pas de dire que je suis comme ça, je ne peux pas changer. Ou ce n'est pas de dire que c'est implacable. Non. Au fait, il faut comprendre qu'il y a quelque chose d'inné, soit dans le tempérament
parce qu'on hérite, on hérite de cela, mais c'est surtout que l'environnement, notre effort, notre travail sur nous-mêmes et notre développement personnel peut nous permettre de pouvoir améliorer les insuffisances, naturellement, de notre profil. Cela dit, le profil du sanguin. Le sanguin est un bout en train, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a plein d'énergie. C'est quelqu'un qui est, on va dire, qui veut tout faire à la fois. Vous pouvez trouver le sanguin, c'est-à-dire c'est 1000 projets à la fois. Il ouvre les projets, et il avance, il avance, il avance. Il ne termine pas, il lance un autre projet. Il ne termine pas, il lance un autre projet. Quand il est quelque part, il faut qu'on sache qu'il est là. Il parle très fort. Il est comique, comédien sur les bords. Et très souvent, il a une facilité de se faire des amis parce que, naturellement, il a une personnalité qui plaît. Il est attrayant et attractif. Ça, c'est le sanguin. Ça, ce sont ses points forts. Mais comme tout profil de personnalité, il a également ses points d'amélioration ou, disons-le tout simplement, ses points faibles. Le sanguin, très souvent, ne va pas au bout de ce qu'il fait. Le sanguin est parfois superficiel. Quand vous avez un sanguin, par exemple, comme ami, il aura beaucoup de facilité à se faire des amis, mais il aura beaucoup de mal à les conserver, tout simplement parce que il ne va pas au fond des défis, au fait. C'est pas quelqu'un qui est... Oui, on continue. C'est pas quelqu'un qui est du genre à tout casser, c'est pas quelqu'un qui est du genre à aller jusqu'au bout, effectivement, de ce qu'il fait. Ça, c'est le sanguin. Donc, voici ses points de force et voici naturellement ses points d'amélioration. Ça, c'est le sanguin. D'accord. On a ici décliné le profil du sanguin, mais on a d'autres aussi caractéristiques par rapport au profil même des individus dans la société, notamment celui du colérique. Comment il se décline? Très bien. Le colérique, c'est le dirigeant, c'est le chef, c'est le patron. Et vous allez voir que beaucoup de nos dirigeants, beaucoup de managers, de top managers, sont des caractères colériques parce qu'il faut de la poigne pour diriger une équipe. Et le colérique est déterminé, il est jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quand vous avez, par exemple, un colérique avec qui vous devez faire affaire ou bien à qui vous devez vendre quelque chose, c'est quelqu'un qui ne va pas tergiverser. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut surtout pas. Donc, il ne va pas vous faire perdre le temps. Le colérique, il a cette force et cette envie-là d'aller jusqu'au bout de ce qu'il fait. Et c'est surtout quelqu'un qui est très déterminé et qui est très jusqu'au boutiste. C'est un challenger. C'est quelqu'un qui recule devant aucun obstacle. S'il s'est promis de faire quelque chose, il va le faire. Mais cette nature-là, naturellement, a des répercussions, surtout dans un environnement où il n'est pas le seul. Vous voyez, le colérique est tellement dominant que parfois, il peut même échelonner les cadavres, pour le dire ainsi, pour pouvoir aboutir effectivement à ces... Il ne perd pas de temps. Il ne perd pas de temps. Quand il veut quelque chose, quitte à ce qu'il se mette des gens au dos, il va le faire. Donc, ce sur quoi lui doit travailler, par exemple, donc ses points de faiblesse et ses points d'amélioration, c'est apprendre à s'adoucir, apprendre à collaborer avec les autres, apprendre surtout à mettre de l'eau dans son vin. Et il a beaucoup à apprendre, par exemple, du phlegmatique, qu'on verra tout à l'heure, qui, lui, est surtout un bon diplomate. Donc, voici un peu... Et à la pratique, hein, pour rester sur ce point-là, à la pratique, comment il serait emmené, en utilisant votre expression, à mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir s'adoucir? Très bien. Comment, à la pratique, il arrive à acquérir ces valeurs-là? Merci. Il faut dire déjà que, prenons le cadre d'un manager qui est colérique. Donc, parce qu'il est colérique, il a tendance à taper sur la table, il a tendance à faire ce qu'il veut, à aller au-devant de tout, et surtout à ne pas prendre l'avis de ses collaborateurs. Il faut qu'il apprenne à avoir un style de management qui est collaboratif, qui est participatif. C'est ainsi qu'il pourra essayer quand même de jalonner un peu. Vous vous souvenez, je crois, la première émission, quand je suis passé, j'avais parlé des 4 rôles du manager où je disais qu'il devait être un ami, un mentor, un coach et un formateur. Donc, en étant par exemple un ami, donc en apprenant à laisser les gens s'exprimer, à prendre l'avis des uns et des autres, ce dernier-là pourra tout simplement apprendre à adoucir son caractère. Après, il n'y a pas forcément que du mauvais, on l'a vu. C'est parce qu'il est décidé, il est déterminé, qu'il est arrivé jusqu'à finir par devenir manager. Mais après, il ne faut pas que sa tendance à commander et à diriger écrase les autres. Qu'il ait une certaine ouverture par rapport aux autres. Alors, on passe maintenant au profil du mélancolique. C'est celui-là. Il ne nous fera pas pleurer, on espère. Non, il ne nous fera pas pleurer. Sauf que le mélancolique est quelqu'un qui est d'une nature, on va dire quand même un peu triste. C'est quelqu'un qui est un peu renfermé quand même. Vous
Vous voyez, les mélancoliques, quand vous arrivez quelque part, vous avez l'impression qu'il n'est pas trop content d'être là. Ce n'est pas qu'il ne soit pas content d'être là, mais il est tellement profond qu'il peut se mettre dans un silence ou dans un coin où il est en train d'analyser la situation. Vous voyez, le mélancolique est très profond. Il a une intelligence intuitive et une intelligence profonde. La plupart des artistes, des écrivains, des grands auteurs sont des mélancoliques. C'est grâce aux mélancoliques aujourd'hui qu'on a toutes les belles poésies qu'on peut lire. Les mélancoliques ont une nature beaucoup plus calme, attendrie, et c'est surtout des gens qui sont très perspicaces, très intelligents, très brillants, mais qui ne savent pas forcément toujours se vendre. Donc du coup, ils peuvent être facilement damnés par le colérique ou encore même par le sanguin, parce que ce sont des gens qui sont un peu en retrait quand même. C'est quand le mélancolique commence à parler, on dit, mais tiens, mais tu as de quoi dans le ventre? Mais il ne dira pas qu'il sait. Il ne sait pas se vendre, ce n'est pas un bon marketeur. C'est quelqu'un qui, en entreprise, devait naturellement travailler en back-office. Et quand on le met en contact avec les gens, il n'est pas très à l'aise parce que, bon, il n'a pas l'habitude de côtoyer les gens. Lui, c'est plutôt les livres, c'est plutôt l'ordinateur. Donc, vous allez voir que, par exemple, les collègues vont faire de bons infographes, de bons, par exemple, programmateurs, de bons comptables et toutes ces choses-là, parce qu'ils sont beaucoup avec la machine, mais pas forcément avec les hommes. Le point d'amélioration, donc leur faiblesse, c'est surtout qu'ils doivent apprendre à se décider un peu plus vite. Parce que les mélancoliques sont très lents parfois. Ils planifient trop. Et parce qu'ils planifient trop, ils oublient de passer à l'action. Le mélancolique peut passer, on va dire, toute une année pour planifier, par exemple, un mariage qui va durer juste une journée. Vous voyez un peu? Donc, ça fait qu'à force de planifier, il a besoin de se faire accompagner par quelqu'un. Il faut, par exemple, qu'il ait un sanguin ou même un colérique à côté de lui pour pouvoir aller un peu plus vite. C'est pas une qualité aussi d'être aussi méticuleux ou c'est le degré de l'action qui fait la différence? C'est une qualité, mais sauf que dans son cas, c'est poussé vraiment à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. Vous voyez l'exemple que je viens de donner. Si quelqu'un doit prendre toute une année pour planifier un mariage qui va durer, on va dire, une journée, et pour des projets qui doivent durer, je ne sais pas moi, 10 jours, qui doivent durer 2 semaines, on va dire ça sera... C'est le calibrage qui fait la différence à ce niveau-là. Alors, on en vient au flegmatique. C'est celui-là. Qui il est? Le flegmatique, on va dire dans le meilleur des mondes, c'est celui avec qui on a beaucoup plus de facilité à être un ami. Le flegmatique n'a aucun problème, aucun défi avec qui que ce soit. Vous voyez? Le flegmatique, lui, sa philosophie, c'est pourquoi faire des disputes quand on peut vivre tranquillement? Pourquoi s'opposer à qui que ce soit? Avec le flegmatique, prenons le cas, par exemple, vous êtes dans une réunion. C'est pas un tête en l'air, hein? Non, c'est pas un tête en l'air, mais c'est quelqu'un souvent qui donne l'impression de ne pas savoir ce qu'il veut et d'aller toujours dans le sens des autres. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. On dit, par exemple, bon, on va faire un vote. Il dit, bon, pour moi, ce que la majorité aura choisi, c'est bon pour moi. Vous voyez? Et ça fait que le flegmatique, souvent, quand il est quelque part, souvent, on a l'impression même qu'il n'est pas là. Il est parfois même inexistant. Vous voyez? Et les flegmatiques souffrent surtout de prise de décision. Parce qu'ils sont tout le temps en train de porter les gens, tout le temps en train de se soucier des autres. Donc, ça fait que souvent, eux-mêmes, leur destin est laissé pour compte. Vous voyez? Le flegmatique n'est pas résolu. C'est pratiquement tout le contraire du colérique, au fait. Après, c'est quelqu'un avec qui on ne s'en prend pas la tête et puis on vit tranquillement, quoi. Alors, avec toutes ces définitions-là de profil qu'on vient de voir, c'est dire que normalement, une personne devrait pouvoir avoir un savant mélange de toutes ces caractéristiques-là. Mais comment y arriver? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que... Prêchez-nous là. Au fond, déjà, chacun de nous a ça en lui. Chacun de nous a un peu de mélancolique, un peu de colérique, un peu de flegmatique et un peu de sanguin. Maintenant, tout dépend de la situation qui prévaut. Quand, par exemple, vous êtes à une fête, ou encore vous êtes à une association, une organisation où il y a beaucoup de gens, on est venu pour danser, il faut activer le mode sanguin tout simplement. Si vous ne savez pas danser, il faut jouer le jeu. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui vont à des fêtes et qui vont encore à ce niveau-là activer, je ne sais pas moi, leur côté mélancolique, rester là dans leur coin, à se poser des questions, à savoir ce qui ne va pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc ça fait que cette manière de faire là les empêche de pouvoir profiter du moment présent. Donc
il y a certaines occasions, il faut être insanguin. Par exemple, quand on est ouvert, on est dans un espace où il y a des gens, on rencontre de nouvelles personnes, il faut se montrer chaleureux. Pour ce qui est, par exemple, du mélancolique, quand il va s'agir de bosser sur un projet, de bosser sur un sujet, à ce niveau-là, il faut bien évidemment activer le côté mélancolique pour pouvoir s'y mettre et travailler à faire de ça une réussite et un plein succès, au fait. C'est-à-dire qu'il faut analyser chaque situation et, on va dire, déclencher le profil adéquat. Et si on devrait catégoriser ces différentes caractéristiques en 2 groupes, par exemple? Si on devait les catégoriser, on va dire qu'il y a le groupe des extravertis ou extrovertis encore, le groupe des introvertis ou intravertis. Le flegmatique et le mélancolique sont des introvertis. Ça veut dire qu'ils sont tournés vers eux, ils sont portés vers eux. Très souvent, et la plupart du temps, ce sont des gens qui ont du mal à s'ouvrir aux autres. Donc, en entreprise, par exemple, si on veut les voir exceller, il faut s'arranger pour leur donner un poste en back-office, pour leur donner un poste où ils seront surtout en train de travailler avec les machines, je veux dire, travailler sur des process, concevoir, par exemple, la stratégie, plutôt que d'aller vendre la stratégie. Donc, eux, ils sont introvertis. Le sanguin et le colérique, eux, par contre, ils sont tournés et portés vers les hommes. Donc, ils sont extravertis, ils sont extrovertis. Et ces derniers-là, vous allez voir que très souvent, en tant que des commerciaux, en tant que des managers, des chefs d'équipe, ils vont naturellement bien réussir. Très bien. Alors, pour ces 2 catégories de personnes, c'est clair qu'on a pu définir ceux qui vont rester à l'intérieur et ceux qui vont rester à l'extérieur. Mais quoi qu'est-il, hein, qu'il faut se sociabiliser, hein, on ne va pas rester derrière son bureau. Oui. Comment on réussit à équilibrer les choses? Parce que même quand on reste au bureut, on a quand même des collègues autour de nous. C'est cela. Et pour revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est que après, il y a un travail profond que chaque individu devrait mener sur lui-même. Donnez-nous la marche à suivre. Ça commence par savoir déjà nous sommes de quel profil. Si je sais que, par exemple, je suis de profil sanguin, je sais que j'ai besoin du calme, du mélancolique et du calme du flegmatique pour pouvoir équilibrer ma personnalité. Donc, je devrais pouvoir me trouver des amis, non pas qui me ressemblent, mais qui apporte un plus à ce que je suis, au fait, pour pouvoir contrebalancer. Mais quand vous voyez des sanguins qui sont entre eux-mêmes et tout le temps entre eux-mêmes, n'est-ce pas, et qui fuient des gens qui sont peut-être trop froids, ils auront du mal. Ils auront du mal quand ils vont se retrouver dans des endroits où le calme sera nécessaire pour eux. Vous voyez un peu? Donc, l'astuce ici, c'est de trouver que ce soit, on ne va pas dire aux gens, pour ceux qui ne sont pas encore en couple, naturellement, de trouver quelqu'un qui pourrait les compléter, plutôt qui est typiquement comme eux. Il faut faire attention à ces critères-là dans son choix. C'est cela. Ça permet de contrebalancer au fait notre personnalité. Parce qu'après, on a besoin de tous ces différents profils-là pour pouvoir avancer, que ce soit dans nos projets et dans tout ce qu'on entreprend. Donc l'idéal et l'idée ici, c'est de pouvoir trouver un ami, un partenaire, un associé qui complète ce que nous sommes et qui n'est pas forcément le doublon de ce que nous sommes, en fait. Et tout ceci, hein, c'est pour mettre en exergue le talent des managers ou du management en général. Donc, quand il revient à un manager de pouvoir constituer des équipes, quel est le procédé qu'il va utiliser pour former ses troupes? Parce qu'on a parlé d'avoir des bonnes personnes à la bonne place. C'est cela. Il y a une méthode qui est très connue, qui est connue surtout des recruteurs et des responsables RH, qu'on appelle la méthode DISC. Donc, D-I-S-C, n'est-ce pas? Et il y a des tests aussi qui permettent de pouvoir déceler ça. On n'a pas forcément l'occasion de le faire ici. Mais sinon, la méthode DISC stipule que, au fond, chaque individu est soit dominant, soit influent, soit stable et soit conforme. Donc, il y a un test qui permet de pouvoir ressortir les forces, n'est-ce pas, de ces différentes personnes-là pour pouvoir après les mettre chacun à sa bonne place. Mais déjà, voici quelques questions quand même qu'on pourrait poser à l'occasion d'un entretien, à l'occasion, par exemple, d'un recrutement et même à l'occasion d'une réorganisation pour pouvoir voir comment mettre chaque personne à la bonne place. Donc, pour déceler, par exemple, le dominant, il faudra lui demander jusqu'à où il peut aller pour atteindre ses objectifs, jusqu'à où il peut aller. Par exemple, s'il vient à l'entretien, dites-lui, par exemple, qu'il n'y a pas de place pour lui parce que, c'est fini, par exemple. Si le dominant, il va insister. Il va vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un autre recrutement? Est-ce qu'on ne va pas lancer encore une autre vague? Est-ce que c'est vraiment fini? Le dominant ne lâche pas très souvent. Il est téméraire. Voilà, il est téméraire. Donc, lui poser ce type de questions-là pour savoir jusqu'où il est capable d'aller, vous allez découvrir, par exemple, son niveau de dominance et toute chose qui pourrait être utile après pour son employabilité. Pour ce qui est de l'influence,
il est bon d'être dominant, mais il est surtout également intéressant d'être influent. Parce que vous voyez, si quelqu'un est dominant sans influence, il va marcher sur les autres, il va les écraser. Or, en entreprise, ça suppose que nous sommes là pour réussir ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes dans un travail d'équipe. Donc, l'influent ici, c'est sa capacité à pouvoir travailler avec les autres dans une parfaite harmonie. Donc, ce dernier-là, par exemple, on va lui poser la question de savoir, est-ce qu'il préfère surtout travailler sur des projets solo ou bien est-ce qu'il préfère travailler sur des projets avec les autres? Il ne sait pas forcément que nous sommes en train de découvrir s'il est influent ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que s'il préfère travailler seul, c'est une indication précise de ce qu'il n'est pas très à l'aise avec les autres. Donc, son niveau d'influence et de leadership n'est pas forcément très élevé. Ensuite, il y a ce qui est de la stabilité, parce qu'on a dit DISC. Donc, pour ce qui est de la stabilité, lui poser par exemple des questions de savoir qu'il est dans une entreprise, combien de temps il peut faire par exemple, est-ce que s'il a un autre poste ou bien d'autres challenges, est-ce qu'il va rester là ou bien est-ce qu'il va chercher à partir? Je peux vous assurer que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, et surtout, c'est pas forcément un, comment on dit déjà? Un défaut? C'est pas un défaut. Et ce que je vais dire, c'est pas forcément péjoratif. Je vais dire, c'est pas péjoratif, mais vous allez trouver, par exemple, que dans la fonction publique, vous allez trouver beaucoup de personnes qui sont stables. Donc, qui préfèrent des emplois. Des assises. Bien sûr, des emplois qui sont sécurisés et tout, n'est-ce pas? Donc, des gens comme ça, en cet esprit-là, qui veulent, par exemple, la stabilité et qui ne sont pas forcément des aventuriers. Donc, ça permet de savoir à quel poste on peut le mettre ou bien à quel poste on ne pourrait pas le mettre. Et enfin, le conforme, c'est surtout conformité aux valeurs. Une entreprise a des valeurs. Une entreprise a surtout des, comment on va dire déjà, a des valeurs, a une éthique et une déontologie sur laquelle on devrait s'aligner. Il y a des rebelles qui existent dans chacun des profils. Un rebelle aura du mal, n'est-ce pas, à avoir un degré de conformité qui soit élevé. Et il y a des postes qui ne sont pas forcément faits pour des rebelles. Il y a des postes où tout ce qui est demandé de vous, c'est oui, merci, je le fais maintenant, tout de suite. Alors, franchement, c'est plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir avoir, on va dire, une atmosphère paisible, agréable au sein de nos administrations et de nos entreprises. Et ce qui incombe aux managers de pouvoir faire le décryptage poussé de chaque profil. Alors, on va revenir sur les points d'amélioration parce que chacun a ses qualités et ses faiblesses. Mais comment entamer la marche et la démarche pour améliorer ces points faibles? Très bien. Revenons encore profil par profil. Et oui, quand même en sanguin. Bien sûr. Donc, le sanguin c'est point d'amélioration, comme on a dit. Le sanguin parle trop. Il parle trop, il est trop visible, il se fait trop voir. Et puis, il veut souvent prendre la place de tout le monde, en fait. Donc, cet individu-là doit apprendre, n'est-ce pas, à laisser aussi la place aux autres. Et comment il fait à l'exercice pratique? À l'exercice pratique, il devrait, par exemple, dans des réunions, par exemple, il devrait apprendre, même quand il donne son point de vue, à dire, par exemple, que cette idée-là aussi est venue de X, de Y et de Z. Voilà. De ne pas forcément se jouer toujours la star, se mettre au devant pour dire que mais c'est lui qui a trouvé ceci, c'est lui qui a décroché tel truc et autre. Par exemple, un commercial qui est sanguin doit apprendre, par exemple, à se dire que si on a pu décrocher un marché, c'est parce que X, Y, Z a donné un numéro, c'est parce que quelqu'un a facilité le contact. Et même si c'est moi qui suis allé en rendez-vous, c'était un travail d'équipe. Donc, le sanguin doit apprendre, n'est-ce pas, à laisser les autres prendre un peu quand même aussi de la vedette. Ne pas forcément toujours se jouer la star et surtout aussi à considérer le fait qu'il soit dans une équipe. Donc, il a besoin de s'appuyer sur les uns et sur les autres. Ça, c'est pour ce qui est du sanguin. Le colérique. Le colérique, c'est surtout qu'il doit travailler ici sur sa capacité à pouvoir être un diplomate. Parce qu'il n'est pas très souvent diplomate, le colérique. Le colérique est trop ferme, trop prononcé. Rigide. Trop rigide, au fait, trop carré, on va dire comme ça. Trop carré. Donc, on pourrait même le représenter avec, par exemple, un carré. Il est très carré, il est dans sa... Il est dans cartésien. Tout à fait, les cartésiens, il est dans sa bulle et toutes ces choses-là. Donc, il doit apprendre à donner la place aux autres. Et naturellement, il doit apprendre à s'ouvrir aux autres, à faire confiance aux autres. Et puis, surtout, à donner, on va dire, le pouvoir aussi souvent aux autres. Donc, il doit apprendre, par exemple, à déléguer et à ne pas forcément s'accaparer tout le job et tout le mérite. Le colérique ressemble un peu aussi au sanguin. C'est peut-être pourquoi les deux sont extravertis. D'accord. Et on en vient maintenant au mélancolique. Le mélancolique, quant à lui, pour ce qui est de son compte, il doit apprendre surtout à sortir quand même de sa zone de confort. Voici quelqu'un qui est brillant. Voici quelqu'un qui est extrêmement brillant, qui a du génie. Mais dont les gens ne savent pas forcément. Vous voyez un peu, beaucoup, comme je le disais, par exemple, des mélancoliques sont de très brillants auteurs. Quand vous les lisez, quand vous les écoutez, ils sont capables, j'ai envie de dire, de sortir des chefs-d'œuvre. Mais personne ne saurait parce qu'ils ne sont pas de bons marketeurs.
Ils ne savent pas se taper la poitrine pour dire que moi j'ai fait ci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et souvent, on le dit souvent que beaucoup, par exemple, de ceux qui brillent, par exemple, dans la formation, même dans le conseil, sont également des mélancoliques. Donc, ce sont des gens qui devraient apprendre à faire bien aussi le marketing personnel, donc améliorer cet aspect-là. Pour ce qui est du flegmatique, tout de suite, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer un peu les gens, mais c'est vrai en plus. Vous voyez, la religion dans ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bien la religion, par exemple, a fabriqué beaucoup de flegmatiques sans le savoir. Vous voyez un peu. Le flegmatique, c'est quelqu'un qui s'abandonne, on va dire tout simplement au divin, qui pense que tout se fera tout seul. Le flegmatique, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a rien à faire et que tout est tracé. S'il se bat, ça va marcher comme ça va pas marcher. Ce qui a été dit, ça sera fait, et ainsi de suite. On peut aussi dire qu'il croit en son destin, tout simplement. Non, il croit au destin. Il est défaitiste, au fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se dit que à quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert de forcer? Or, souvent, certaines portes se cassent, se fracassent même à la limite. Même pour le flegmatique, bon, laissez les choses aller comme ça. Donc, il doit surtout aller à l'école du colérique pour apprendre vraiment à prendre le devant des choses, pour apprendre à décider, à planifier et puis surtout à foncer. Merci infiniment, Monsieur Otto, pour cette belle analyse de plusieurs caractéristiques des uns et des autres. Il faut rester alerte quant aux signaux que l'on émet à l'extérieur comme à l'intérieur, parce qu'on peut être extraverti ou introverti pour pouvoir faire les réglages idoines pour rester en harmonie. Merci d'être passé sur ce plateau. Ensemble, poursuivons cette émission et place maintenant à la famille à qui nous accordons beaucoup d'importance. Et pour ce faire, nous avons dépêché la doctoresse Tanon Laura pour prendre soin de nos enfants aujourd'hui, juste après le jingle envoyé par Massanjé Koné. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Alors aujourd'hui, on parle d'aider nos enfants pour pouvoir construire leurs émotions. Qu'est-ce que c'est déjà une émotion? Et parlons d'enfants. Mais parlons d'enfants, construire ses émotions, c'est déjà, on va imaginer un chantier. Quand on construit un mur, on commence par la fondation et ensuite, on met les briques les unes sur les autres en veillant à ce que ce mur soit droit, qu'il tienne, qu'il soit solide. Alors, les différentes émotions les plus couramment rencontrées sont la joie, la peur, la tristesse, la colère et la frustration. Donc, comment aider l'enfant à se construire en maîtrisant toutes ces émotions qui sont inévitables aussi bien dans la vie de l'enfant que dans celle de l'adulte qu'il sera plus tard. Alors, c'est tous ces éléments-là qui fondent l'émotionnel d'une personne en général. Mais quand on arrive dans la petite enfance, c'est clair qu'il y a une déclinaison bien particulière. Comment se manifeste la joie chez un enfant? On peut dire que c'est évident, mais ce n'est pas si évident. Il y en a d'autres qui manifestent leur joie calmement. Bien sûr, il y a des enfants qui sont introvertis. Ça dépend aussi du relationnel que l'enfant a avec ceux qui sont autour de lui, soit avec d'autres enfants, soit avec d'autres adultes. Mais tout ça est impulsé par l'éducation et l'encadrement qu'on lui apporte. Donc, aider l'enfant à se construire émotionnellement, c'est déjà lui donner la possibilité d'exprimer ces émotions-là, d'être à l'écoute de ces émotions, de les valider et ensuite de corriger les perceptions qui ne seraient pas correctes. Si un enfant, par exemple, exprime de la joie en étant amorphe, alors on va lui demander comment il se sent, pourquoi il est amorphe et pourquoi il n'exprime pas autrement. Est-ce qu'il aurait eu d'autres souhaits qui ne sont pas réalisés? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il ne parle pas? À force de l'interroger, l'enfant va lui-même commencer aussi à s'interroger et rectifier l'expression de ses émotions. Si à l'inverse, on a un enfant qui est hyper content, hyper actif pour une broutille, alors on va l'accompagner afin qu'il n'ait pas de réaction démesurée par rapport aux situations qu'il traverse. Alors, c'est un accompagnement de longue haleine, pour ainsi dire, pour pouvoir avoir un équilibre chez nos enfants. Comment arrive-t-on justement à déceler les différentes émotions de nos enfants pour pouvoir y apporter une réponse idoine? Mais déjà, pour déceler les émotions de l'enfant, il faut être attentif à l'enfant. Et pour ce faire, le parent doit disposer de temps, il doit être présent. La présence seule ne suffit pas. Une fois qu'on est présent, il faut être aussi à l'écoute. Une fois qu'on est à l'écoute, il faut montrer de l'empathie à l'enfant. Et une fois qu'on lui a montré de l'empathie,
couronner le tout par de la bienveillance. Donc c'est un accompagnement qui est très, très, très méticuleux et qui demande de la patience et du temps. Alors que les parents, ils ont tendance à prendre des raccourcis, à tirer des conclusions hâtives, et ce n'est pas forcément efficace pour aider l'enfant à se construire durablement. Alors, dans le prolongement, sûrement, parce que cette émission est une de la thématique avec le coach qu'on vient de traiter, il faut pouvoir aussi déceler le profil de son enfant en amont. Oui, pour déceler le profil de l'enfant, justement, il faut l'observer. Donc, si on observe l'enfant et qu'on voit qu'il a des attitudes qui ne correspondent pas aux situations, quand il est en âge de parler, on lui parle. Mais quand c'est un tout petit bébé, on lui parle quand même, mais sans attendre qu'il nous fasse des phrases sujet, verbe, complément. À ce moment-là, le feedback que nous attendons de l'enfant, c'est des sourires, des réactions non verbales, on va dire. Donc, l'enfant peut écarquiller les yeux, montrer de l'intérêt pour ce qu'on lui montre, prendre le jouet si c'est un jouet. Donc, ça s'appelle des exercices de stimulation. Quand l'enfant n'est pas en âge de parler, son apprentissage commence par de la stimulation. Et ces exercices de stimulation-là vont déjà permettre aux parents de déceler des anomalies éventuelles chez leurs enfants. C'est la raison pour laquelle certains parents viennent nous voir pour dire « mon enfant ne réagit pas normalement ». Alors, on lui demande comment il ne réagit pas normalement. Ben, soit il dort beaucoup, il pleure beaucoup, ou alors il tape tout le monde, ou il est renfermé, il ne se mélange pas aux autres enfants. À ce moment-là, on essaie de poser des questions sur leur mode d'interaction pour apporter un accompagnement adapté au cas de l'enfant. Alors, dans ce prolongement-là, des parents qui pourraient, par exemple, analyser le comportement ou les attitudes de leurs enfants comme n'étant pas normaux, comment un parent fait la frontière entre ce qui est normal et ce qui est naturel ou ce qui n'a pas lieu d'alarmer? Pour les premiers bébés, c'est souvent le voisinage, l'entourage qui attire l'attention des parents sur des anomalies supposées. Mais quand le parent a déjà d'autres enfants ou quand le parent est issu d'une grande fratrie, il peut avoir des repères, par exemple, sur ce qu'un enfant fait habituellement à 2, 3, 4 ou 5 ans. S'il a 5 ans, par exemple, ses frères parlaient ou il voit des enfants dans sa famille qui s'expriment sans problème et qu'à son tour, son enfant ne parle pas à 5 ans, il va se dire il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, ça devrait l'interpeller. Souvent, on entend sur les forums ne t'inquiète pas, il va parler, mon enfant a parlé à 6 ans, mon enfant a parlé à 8 ans. Mais chaque cas est unique parce que la raison pour laquelle l'anomalie s'installe, l'anomalie décelée s'installe, peut varier d'un enfant à l'autre. Un enfant peut ne pas parler, par exemple, parce qu'il a peur de parler, parce qu'on ne l'écoute pas, parce qu'il a des adultes violents en face de lui. Un autre enfant peut ne pas parler tout simplement parce qu'il n'entend pas. Donc, il faut vraiment explorer et se faire accompagner de spécialistes pour confirmer les anomalies s'il y en a et s'il n'y en a pas, pour rectifier justement les formes d'expression de l'enfant qui seraient dues à un mauvais management de ses émotions. C'est clair que les réactions des enfants sont facteurs de l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors, comment apporter une réponse adéquate par rapport à ces différentes émotions-là qui émanent des enfants quand on est dans un tel ou tel cas de famille? Déjà, quand l'enfant a des émotions, il faut l'interroger sur ses émotions, sur son ressenti. Donc, quand l'enfant va poser son ressenti, il va mettre un mot sur son ressenti, il faut valider ce ressenti-là. S'il dit, par exemple, « j'ai peur d'aller jouer avec mes camarades », il faut lui dire « je comprends que tu as peur » avant de lui donner un modèle pour sortir de sa peur. Il ne faut pas lui dire « tous tes amis jouent ensemble, pourquoi tu as peur, on ne t'a rien fait ?» Ça bloque encore plus l'enfant. Donc déjà, il faut le rassurer, il faut l'accompagner, l'encourager et non pas le brimer ou le juger. Il faut valoriser le processus plutôt que le résultat chez un enfant. Donc, quand un enfant exprime, par exemple, de la peur ou de la frustration, il faut valoriser le processus qui se met en place. Pourquoi tu as peur? Alors, l'enfant va expliquer « j'ai peur parce que je ne me sens pas à la hauteur de jouer correctement au ballon ». Alors, le parent peut demander « est-ce que tu as déjà essayé ?» Et si l'enfant dit « oui, j'ai essayé, mais c'était difficile », à ce moment-là, on va lui dire « mais il faut réessayer une nouvelle fois. Et tant que tu n'as pas réussi à atteindre l'objectif que tu veux, il faut continuer. » Ça permet à l'enfant de comprendre qu'il va se développer par la pratique régulière des efforts et non le condamner parce qu'il n'a pas réussi
une première ou une deuxième fois. Alors, dans ce cas typique que vous venez de prendre, insister, c'est vrai que vous avez parlé d'une certaine pédagogie, mais est-ce que des fois, insister aussi n'emmène pas l'enfant à se retourner vers lui-même et avoir beaucoup plus peur, être traumatisé, par exemple? Si on insiste, pas qu'on le traumatise, est-ce qu'il faut insister? Si on insiste sans expliquer à l'enfant, alors on risque d'avoir l'effet inverse. Mais si on l'encourage, insister à plusieurs formes. Il y a l'insistance sans mode opératoire, il y a l'insistance où on va expliquer à l'enfant ce qu'il devrait faire et surtout avoir un accompagnement en présentiel. Dire, je te regarde faire, vas-y, je suis là. Ça demande du temps et de la présence aussi. Mais on ne peut pas dire, range ta chambre ou fais tes devoirs pendant que le parent va à ses occupations. Si l'enfant a des difficultés, on se pose dans son champ visuel et on lui montre qu'on est tout consacré à l'accompagner. Et cet accompagnement-là a pour effet de rassurer l'enfant et de l'emmener justement à prendre un tant soit peu confiance en lui-même et à oser franchir le pas qu'il n'osait pas franchir tout seul. Et cela nous mène inéluctablement vers le temps à avoir avec l'enfant. Quel temps adapter ou comment adapter même le ton avec son enfant en fonction des différentes émotions qu'il manifeste? Le temps ou le ton? Le ton. Le bon ton. Le bon ton. Adopter le bon ton, justement. Voilà. Le bon ton, c'est toujours le ton de la bienveillance, quelle que soit la situation contraire. Et même quand on veut marquer son autorité? L'autorité ne se marque pas par des cris, mais par de la fermeté. Donc, si j'ai un volume de voix comme celui que j'ai en ce moment, je peux aussi bien exprimer des encouragements qu'une menace ferme avec le même volume de voix. Donc, le bon ton n'est pas tant dans les décibels, mais c'est surtout dans la structuration de l'échange. Alors, montrer déjà un visage déterminé, montrer aussi une posture décidée, montrer aussi à l'enfant que nous sommes là. Mais on ne peut pas dire à l'enfant tu es privé de sortie pendant qu'on lui tourne le dos ou pendant qu'on est en train de sortir de la pièce, par exemple. Ce n'est pas efficace. Il faut que la fermeté se manifeste aussi bien dans le langage verbal que dans le langage corporel et même dans les expressions faciales. Donc, si on sourit à l'enfant en disant « Ah, tu es privé de sortie », on n'est pas crédible. Mais alors, si on adopte une mine sérieuse et qu'on lui dit « Si ce n'est pas comme ça, ce sera comme ça », il va de soi que l'enfant va prendre au sérieux la déclaration faite par le parent à ce moment-là. Allez, tout ceci nous installe dans un univers très participatif. Alors, comment vraiment l'ajuster, l'instaurer face aux différents caractères des enfants? Parce qu'il y a des émotions, mais aussi il y a des caractères. Tout à fait, il y a des caractères. Le caractère se construit aussi. Le caractère se construit. Donc, déjà, il faut accepter que l'apprentissage prend du temps. Maintenant, on a décelé le caractère de l'enfant. On va adapter l'enseignement ou l'accompagnement à son caractère. Si c'est un enfant qui est de nature impatient, on va travailler sur sa patience. Donc, lui donner des petits challenges pour l'emmener à patienter. Et à lui dire que quand il aura patienté, par exemple, il y a des enfants, quand on leur donne une tâche, ils courent vite, ils disent « j'ai fini, ça y est, j'ai fini ». Ils privilégient le vite fait par rapport au bienfait. Alors, il faut leur expliquer que ce n'est pas tout de le faire vite, mais on pourrait le faire encore mieux si on avait pris son temps et attirer leur attention sur les avantages de prendre son temps. Par exemple, ce qu'il a vite fait, si par exemple il s'agit d'essuyer une tache d'eau, un verre d'eau renversé, on va lui montrer, tu vois, il y a encore un peu d'eau. Si tu avais pris ton temps d'essorer par exemple l'éponge ou de chercher une éponge plus absorbante, tu aurais fait disparaître toutes les taches d'eau. Est-ce que tu veux bien recommencer? Donc, tout ça, ça prend du temps. On ne va pas dire, ce n'est pas bien fait, arracher l'éponge à l'enfant et le faire à sa place. Parce que lorsqu'on soustrait l'enfant à des corvées, à des tâches difficiles ou à des tâches ingrates par amour, on pense qu'on le fait par amour, il va de soi que l'enfant, quand il sera adulte, il va considérer toutes les tâches comme des corvées, comme des choses difficiles, désagréables, et il ne va pas être prêt à les faire. Par contre, si on assiste l'enfant, qu'on l'encourage, on lui dit « vas-y, tu peux le faire, c'est bien, mais améliore ce que tu as déjà fait », ça montre à l'enfant qu'il peut prendre son autonomie et ça l'amène aussi à prendre des initiatives parce que l'enfant qu'on encourage et qu'on laisse faire, c'est très souvent qu'il va vous dire « cette fois-ci, c'est moi qui le fais ».
alors c'est un indicateur de performance. Ça montre que l'enfant a pris conscience de ce qu'il peut faire les choses par lui-même et ça le rend plus autonome. Tout à fait. Le but ici, hein, c'est d'avoir des enfants épanouis. Mais pour cela, nous vivons dans des familles où il y a plusieurs membres. Comment définir les rôles de chacun? Parce que des fois, on a tendance à penser que ce sont les mamans qui sont exclusivement dédiées à l'éducation des enfants ou à la présence même. Non, ce n'est pas que les mamans. Les papas aussi sont il y a les papas, des fois, il y a les tatas et tout ça. Comment oui. Définir les rôles pour chacun? En fonction de... Il y a des parents où le couple travaille. Donc, quand le couple travaille, il y a des tâches qui sont vraiment... qu'on ne peut pas déléguer, par exemple, au nounou. Quand on voit des parents qui envoient, par exemple, le chauffeur à la réunion d'école ou à la rencontre des parents, ce n'est pas le rôle du chauffeur ni de la nounou. C'est le rôle du parent. Donc, il est très important de hiérarchiser les tâches pour lesquelles on va déléguer. Quand on délègue, ça veut dire que c'est une tâche qui est d'importance moyenne, mais une tâche d'importance vitale ne peut pas être déléguée. Une tâche où on attend le parent parce que c'est son rôle et c'est sa responsabilité. Donc, il faut savoir hiérarchiser les tâches dans lesquelles on peut déléguer. Éduquer un enfant, c'est différent de surveiller un enfant, c'est encore différent d'accompagner un enfant. Si je demande à la nounou d'accompagner l'enfant, par exemple, au festival de l'école, c'est différent d'accompagner l'enfant moi-même à la réunion de rentrée ou à la réunion de bilan trimestriel. Parce que là, on va donner des informations auxquelles je pourrais répondre et pour lesquelles je pourrais apporter une correction si la stratégie mise en place n'est pas efficace. C'est en cela que le parent doit beaucoup communiquer avec l'enfant et aussi cultiver la curiosité de l'enfant. Parce que cultiver la curiosité, ce n'est pas cultiver l'indiscrétion chez l'enfant. Un enfant curieux, ce n'est pas un enfant indiscret. Donc, savoir faire la différence entre curiosité saine d'apprentissage et indiscrétion. Lorsque l'enfant pose beaucoup de questions, ça veut dire que cet enfant-là prend conscience de ses limites et des choses qu'il ne sait pas. On entend souvent des parents dire « Ah, l'enfant la pose trop de questions ». Mais ça veut dire que l'enfant a conscience de ses carences, de ses failles, de son ignorance. Donc, il pose des questions pour que l'adulte sur lequel il compte lui apporte des réponses. Donc, si vous dites « Tu poses trop de questions, tu parles trop » et on ne lui répond pas, l'enfant va rester avec ses doutes. Et si ici, les émotions devant ce qu'il ne sait pas sont la peur, l'insécurité, eh bien, il va grandir avec cette insécurité-là. Et plus tard, ce sera un adulte qui aura une auto-estime très basse et qui va se dire « je ne suis pas capable de faire des choses bien ». Et il sera en insécurité et il va nourrir petit à petit un complexe d'infériorité. Et c'est là où son mur affectif sera comme du gruyère avec beaucoup de trous et il ne sera pas confortable dans les interactions. Alors, nous, on va essayer d'avoir un fromage plein pour ne pas garder des failles chez nos enfants. Et puis, vous posez la question qui fait le sujet du jour pour avoir, bien sûr, vos réponses. Quand l'enfant est fâché, il faut essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui le fait fâcher. Essaye de lui parler parce que étant grande personne, c'est pas tout le temps que toi-même tu es de bonne humeur. Tu le blagues un peu, tu payes des petits trucs pour lui donner, pour le calmer. Tu lui donnes un peu ce qu'il aime. Je prends un enfant d'un certain âge qui a moins de 10 ans par exemple. Alors tu te poses la question, pourquoi il a des problèmes, pourquoi il réagit comme ça? Si tu le sais maintenant, en ce moment-là, tu donnes les solutions. Moi, dans les solutions, je lui propose par exemple des petits cadeaux. Je peux l'entraîner quelque part en train de jouer ensemble. Maintenant, s'il a un certain âge, là, véritablement, c'est des conseils qu'il faut lui donner. Parce qu'en principe, dans les principes, un enfant n'a pas d'émotion. Un enfant est là pour écouter les conseils de ses parents. Je prends un exemple, un enfant qui vient avec les 20 ans. Je lui dirais d'abord de se calmer. Et puis, je dirais à l'enfant de prendre confiance en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais demain, ça ira. L'enfant, il ne maîtrise pas vraiment ses émotions. Les enfants, ils aiment tellement copier vite, ils ont tellement envie de savoir, envie de comprendre. Donc souvent, l'émotion ne va pas vraiment, très souvent, en phase avec l'éducation qu'on doit donner à un enfant. Mais il faut quand même l'amener à se ressaisir, l'amener avec des petits jeux, avec des petits
histoires, avec petits cadeaux. Il ne faudrait pas aussi le vilipender, il ne faudrait pas aussi le gronder. Et voilà, merci à toutes ces personnes qui ont répondu à notre question au micro de Pascaline Kwame. On a notre docteur ici qui nous faisait des sourires, commentaires par rapport à ces différentes réactions. Oui, je vois que les parents ont tendance à vite donner un cadeau à l'enfant pour abréger la situation d'apprentissage. Le cadeau ne doit pas être systématique. Pardon. Lorsque l'enfant est en colère, par exemple, c'est vrai, il faut comprendre sa colère. Et si sa colère n'est pas justifiée, il ne faut pas la rejeter, il faut adopter une vision constructive de l'erreur d'appréciation. Donc si l'enfant est en colère, dans son entendement, dans son esprit d'enfant, sa colère est légitime. Alors on lui dit, je comprends que tu es en colère, mais tu n'as pas à être en colère parce que... Et alors on rectifie sa vision. Parce que si on ne rectifie pas la vision, il va grandir avec cette vision erronée et se croire tout permis. Et alors, ce sera une personne qui ne va pas développer la tolérance parce qu'il va se dire « Ah, moi, on m'a toujours dit oui ». C'est pour ça qu'il faut du temps. Les parents disent « Quand l'enfant pleure, je lui donne ce qu'il veut et puis j'ai la paix ». Mais ça, c'est une solution rapide, une fuite en avant, une solution qui est rapide et qui n'est pas durable parce que vous avez la paix pour l'instant T, mais une fois que l'enfant aura, par exemple, mangé son bonbon ou son biscuit ou profité du jouet que vous lui avez offert, il va prendre ça comme un mode de communication et réinitialiser le process pour dire « quand je suis en colère, on me donne ce que je veux ». Donc, il va penser que se mettre en colère, c'est la bonne manière pour faire une doléance ou pour demander quelque chose ou pour obtenir une gratification. La gratification doit être expliquée clairement à l'enfant et ne doit pas être systématique parce que c'est connu, les parents, ils n'ont pas toujours les mêmes moyens en toutes circonstances, ni les mêmes envies, ni les mêmes possibilités, ni les mêmes désirs. Donc, il faut apprendre à l'enfant à s'adapter à toutes les situations en lui expliquant le plus clairement possible les choses et sans colère, sans éclat de voix. Alors, on a eu à l'affichage des émotions, de la joie, la peur, la colère, la frustration. Ici aussi, dans cet élément, on a pu avoir, on va dire, des éléments pour pouvoir régler les émotions des enfants. Par exemple, on a entendu parler de blaguer. Moi, j'ai envie d'ajouter punir, menacer, avertir et flatter. À quel moment on fait l'exercice pour relier les émotions aux différents éléments de solution? Les parents doivent toujours savoir manier le bâton et la carotte. Ça veut dire être ferme quand il le faut et gratifier quand il le faut aussi. Ça veut dire qu'il faut accompagner l'enfant dans son process et surtout dans sa prise d'autonomie. Si l'enfant a du mérite, il faut le lui dire, surtout en insistant pas sur le résultat. Pas dire « tu as été premier de la classe, bravo, tu es le meilleur ». Non, tu as fait des efforts. Je vois que tes efforts ont payé, je t'ai vu étudier tous les jours, je t'ai vu t'appliquer, c'est très bien, tu peux être fier de toi. Donc, valoriser plus le processus que le résultat. Parce que pour un même processus, tous les enfants n'ont pas le même résultat. Deux enfants à un tempérament différent qui étudient 1 heure n'auront pas forcément le même résultat. Donc, il faut encourager l'enfant en valorisant le processus par rapport au résultat, parce que tous les enfants ne sont pas faits pour être premiers, mais tous les enfants peuvent faire des efforts pour améliorer leur état d'être de départ. Alors, c'est très important et tout ceci, on a envie de se demander à quoi finalement nous servent la gestion de ces émotions-là? Eh bien, la gestion des émotions, ça nous sert à ce qu'une fondation est pour une maison. Une fondation, ça sert à tenir la maison, ça sert à la soutenir et à la maintenir en bon état. Donc, les émotions qui sont bien construites, ça fait un adulte sûr de lui, un adulte bien dans ses bottes, un adulte équilibré émotionnellement. On reçoit beaucoup d'enfants en consultation, beaucoup d'enfants que j'appellerais, et même des adultes aussi, que j'appelle des handicapés émotionnels. Parce que leurs émotions, leurs curseurs émotionnels ne sont pas à des niveaux adaptés aux situations qu'ils traversent. Par exemple, hier, il y a une jeune dame qui est venue accompagnée de quelqu'un parce qu'elle a peur d'entrer dans un nouvel endroit. Donc, elle s'est fait accompagner en consultation par son petit ami. Alors, je lui ai proposé un exercice tout simple. Je lui ai dit, nous allons retourner dans le hall de l'hôpital où je travaille
et vous allez aller demander où se trouve le bureau du docteur Laura aux dames de l'accueil. Et la dame, elle a paniqué, elle a dit non, 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 ça je ne peux pas le faire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors je l'ai encouragée et je lui ai dit que c'était un processus pour voir pour qu'elle réalise qu'elle est capable, parce que moi je sais qu'elle est capable de cet exercice, un exercice tout banal. Alors nous sommes sortis, elle par une porte et moi par l'autre, et elle est revenue toute seule et elle a demandé où se trouvait le bureau et je l'observais. Et à la fin de cet exercice qui peut sembler banal, elle était fière comme tout et elle a pris conscience de ses aptitudes, de ses compétences, de ses capacités. Et je lui ai dit au prochain rendez-vous, il faudra venir seule parce que vous en êtes capable. Donc cette jeune dame, elle avait un mur émotionnel qui était perforé et l'exercice, l'accompagnement va consister à souder tous ces trous dans son mur émotionnel en allant chercher les causes dans son enfance parce qu'il y a des parents qui pensent qu'éduquer les enfants à la dure, ils y ont survécu, donc leurs enfants vont sûrement y survivre. Ce n'est pas exact. Un parent dans l'élément a dit une chose très grave. Il a dit les enfants n'ont pas d'émotions. Ce n'est pas juste. Les enfants ont des émotions, sauf qu'ils ne les expriment pas toujours parce qu'ils n'ont pas toujours en face d'eux des adultes réceptifs à les écouter. Donc la première chose qu'on devrait faire, c'est de prêter une oreille à nos enfants pour qu'ils puissent exprimer, se sentir à l'aise, créer un espace où l'enfant se sent accueilli pour exprimer ses émotions et ensuite accompagner ces émotions-là pour qu'ils puissent se construire sur un socle émotionnel solide. Merci infiniment. On ne le dira jamais assez. Ils sont la prunelle de nos yeux. Nous devrions donc en prendre soin en étant très alertes à leur épanouissement. Merci de nous avoir suivis pour ce mercredi. On se retrouvera avec le même bonheur demain, un jeudi. Et ce n'était pas de la sculpture, mais du stylisme. Merci à Sofiane. Au revoir.